Chers amis, bonsoir. C'est l'heure de RDRG, le seul JT de la culture. Au sommaire ce soir, art lyrique à la une avec les représentations exceptionnelles de Sama Sama Ruk Suk Suk, le nouveau opéra-cirque du catalan Carles Santos. Puis notre portrait de l'écrivain israélien Amos Oz, à l'occasion de la traduction chez Gallimard de Seule la mer, son nouveau roman. Et enfin, notre coup de zoom sur le boom de la culture gothique. Sans oublier nos deux invités du jour, le comédien André Dussolier, à l'affiche de Monstres sacrés, sacrés monstres au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, et Denise Bombardier, auteur de Ouf chez Albin Michel. Puis Hector Robalc, le critique qui n'amuse pas la galerie, et enfin l'instant critique, aujourd'hui consacré au cinéma, avec notre cinéphilique trio, Elisabeth Quint, Michel Bouju, Alain Rioux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y aura aussi bonsoir à tous. Ouais, il y aura aussi bonsoir à tous qui vient. Ouais. C'est quoi pour le plaisir de Lesgourde, là, le Samaruk Suk Suk, c'est quoi ce truc Samaruk, Samaruk, Suk Suk. D'accord. Suk Suk, Sus, ça veut dire en français, mais on le dit en anglais. Je voulais vous entendre dans cet exercice de traduction. Bien sûr, ça t'excite. Oui, moi je vais trioliser. Ah. Du coup, j'entends juste, je triolise. Non, vivement Cannes, parce que alors là, c'est. Ah ouais. Oh là là, c'est mortel, là. Ouh, c'est les fonds de tiroir, là. Dites-moi, est-ce que tous ces films ont marché Le Raid, Le Boulet, 3-0 Dites-nous un petit peu. 3-0, pas mal. Ouais. Pas autant qu'eux, mais forcément, il y a eu un 21 avril qui est passé dessus. Le Raid, je ne sais pas, le Boulet non plus. Par contre, énorme boom sur la bande originale du film de Almodovar, avec la chanson que tout le monde se passe en boucle. Kourou, coucou. Ah, voilà. Alors là, énorme. Caetano Veloso retrouve une deuxième jeunesse en ce moment. Tout le monde se rue. Je sais pas, vous, je sais pas. Moi, je suis allée racheter. C'est la chanson de Dario Moreno, non? La chanson de Caetano Veloso et de. Oui. Paloma. Non, mais la bande originale. Dario Moreno était un petit peu moins sensuelle. Un peu kitsch. Un peu moins langoureuse, un peu moins comme ça, merveilleuse. Ouais. Superbe. Oui, très émouvant. Vous parlez de Dussolier? Non, Dussolier parle. Oui. De vous? De moi. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Sympa. Rien sur les sites aujourd'hui. Hein. Bah, on me coupe, on me censure. Ouais. Je peux pas. C'est dommage. Je peux pas intervenir comme je voudrais. On va se faire. Frédéric? Moi, je voulais consacrer un éreintement à Thierry Bizot, puisque c'est un homme de télé qui publie un roman, un peu comme Xavier Couture. Alors je me disais, tiens, je vais encore me faire un ennemi puissant dans l'audiovisuel. Et en fait, c'est un roman très drôle, très réussi sur une entreprise multinationale agroalimentaire qui s'appelle BA France, qui ressemble beaucoup à Madone. Et je trouve plutôt, alors du coup, je suis emmerdé, donc je fais pas un éreintement du mercredi, et c'est pour ça qu'on est jeudi, en fait. Oui, c'est le grand avantage, c'est qu'on est jeudi. Dites-moi, donc c'est un petit peu dans la lignée Bec BD, ça, maintenant, Non, des gens qui écrivent des romans sur l'entreprise. Plutôt René Victor Pile. Oui, René Vous avez Victor pensé Pile, à oui. l'imprécateur beaucoup, c'est-à-dire c'est le regard de quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise, puisque Thierry Bizot était chez L'Oréal pendant 8 ans. Et c'est utile de regarder, parce que la plupart des écrivains français n'ont jamais mis les pieds dans un bureau, ne savent pas à quoi ça ressemble, donc c'est pas mal quelquefois que les gens qui savent de quoi ils parlent le racontent. Voilà. Très bien. J'ai fini du coup, maintenant je peux y aller. Et vous? André Dussolier, vous l'avez dit, puis il y a notre cousine du Québec, Denise Bombardier, qui publie son premier roman. Je crois que c'est son premier roman, parce que le reste c'était plutôt des essais, d'habitude. Pour les Français, lettre ouverte aux Français qui se croient le nombril du monde, elle avait fait. Qui s'en prenait beaucoup à Frédéric Becbédé, notamment. Ah bon? Encore? Entre autres. Entre autres. C'est des et puis à qui? À quels s'en prenait? tous les gens qui critiquent les Québécois, comme par exemple Thierry Ardisson. Oui. Voilà. Moi, c'est leur accent, surtout. Enfin, on va voir, peut-être qu'elle a perdu un petit peu. On commence par les représentations exceptionnelles de Sama Ruk Suk Suk, le nouvel opéra comique du catalan Carles Santos, à l'espace chapiteau du Parc de la Villette jusqu'au 19 mai. Un spectacle aussi iconoclaste qu'acrobatique, dans lequel Santos bouscule les lois classiques de l'art lyrique. Karine Roy n'a pas déchanté Magnéto. Invention, dérision, humour. Avec le compositeur catalan Carles Santos, la musique contemporaine et l'opéra envoient de toutes les couleurs. De formation classique, depuis 25 ans, il met en scène des spectacles lyriques aux partitions et à la scénographie extravagantes. On devrait faire des choses comme ça dans les élèves du conservatoire. Un jour de détruire un piano, un autre jour jouer avec les pieds. Un autre jour aller à la mer avec un piano, tu vois, des choses comme ça. Comme exercice, tu vois, de rapport avec l'instrument et avec la musique, tu vois.
on essaye de faire quelque chose visuel avec la musique, de visualiser la musique. Alors, il y a le corps qui intervient, il y a le mouvement qui intervient. Toujours aussi curieux, aujourd'hui à la Villette, il invente une nouvelle forme d'expression, l'opéra-cirque. Les artistes de cirque ils deviennent des personnages, ils parlent, ils ont des rapports avec les autres, ils font ce numéro, mais en fonction de quelque chose. La difficulté de la parole emmêlée en elle-même. Et de notre côté, les chanteurs de l'opéra, on les a mis dans des situations de cirque, de danger même, non? Et l'imaginaire de Carles Santos n'a aucune limite. Devant un rideau représentant un sexe féminin, et oui, les chanteurs et acrobates se plient à toutes ces excentricités. J'ai gardé le côté opéra avec la musique pour un peu changer un peu le rythme normal d'un cirque. Le rythme d'un cirque, c'est beaucoup plus lent. Toujours, c'est le numéro, les gens applaudissent. Mais pour moi, les classiques, c'est ça déjà. Moins déjanté qu'à l'accoutumée et très chaotique, son dernier spectacle vaut surtout le détour pour son anticonformisme jubilatoire. Il faut que les gens qui aiment l'opéra viennent voir ça, ou les gens qui aiment la musique, et les gens de cirque qui viennent aussi. Comme on a mélangé ici, je pense que le public aussi doit se mélanger. Et vous ne pensez pas que les puristes vont crier au scandale? Là? Que les puristes vont crier au scandale? Non, je ne crois pas, non. De toute manière, vous êtes habitués. Il y a des autres scandales. Merci Karine Roy. Frédéric? Eh bien oui, alors Thierry Bizot, qui est-il? Eh bien ça n'est pas Jean-François Bizot, c'est un autre. C'est son cousin. C'est son fils. Ah oui? Non, son cousin. Ah bon, c'est son cousin. Ouais. Alors c'est son cousin. Et alors vous voyez, Thierry Ardisson le connaît. Pourquoi le connaît-il? Parce que Thierry Bizot travaille à la télé. Il est producteur avec Emmanuel Chin d'une émission qui s'appelle Le 7 à 8. Entre autres, oui. Entre autres, et il a une société qui s'appelle Éléphant et compagnie. Tout à Là, fait. c'est Ambition et compagnie, voyez-vous. Hein, donc c'est sans doute cohérent. Et Thierry Bizot, dont la photo est ici. Ça, c'est mon article. Ça, c'est, voilà, hein, c'est la photo de Thierry Bizot, vous la voyez. Thierry Bizot a travaillé 8 ans chez L'Oréal avant d'entrer à M6, Voilà. où il a été directeur des magazines et de la musique. Et puis, il a créé sa boîte de prod. Donc, c'est quelqu'un de télé et il se met à écrire un second roman. Il avait déjà publié un premier roman. Nous n'irons plus chez elle. Nous n'irons plus chez elle, vous connaissez bien, en 87, édition du Seuil. Et là, alors, il règle un peu ses comptes avec son ancien métier de chef de produit, chef de groupe, j'imagine chez L'Oréal, peut-être qu'il était même monté plus haut que ça, parce que le héros, eh ben, il est chef de groupe chez BA France. Alors BA France, c'est un genre de Danone, c'est-à-dire une boîte qui fait des yaourts, des bonbons, de la bière, et puis un peu d'eau aussi. Hein. Une sorte de DSN. Un peu de liquide, voilà, BA France. Donc il est chef de groupe et pendant 22 chapitres, il va se confier à sa psy. Et puis petit à petit, donc c'est une sorte de monologue. Donc ça commence par j'ai réussi, je sais pas pourquoi je viens vous voir, et puis ça avance vers le désastre à la fois professionnel et personnel d'un schizophrène complet. Et c'est la maladie à la mode, c'est la maladie du moment, la schizophrénie. C'est-à-dire que c'est vraiment, je crois, un livre sur un personnage symbolique d'une certaine société, quoi, où finalement la réussite de chef de groupe chez BA France, c'est peut-être pas si terrible, et il est paumé, il sait pas ce qu'il veut, il est obsédé, il est insatisfait, il est marié mais frustré, etc., etc. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que il a un côté maniaque, il fait des listes tout le temps, il fait des théories surtout. Par exemple, il considère, ah oui, tiens, fondamentalement, les femmes n'aiment pas la musique. La preuve, il n'y a pas de grand compositeur. Citez-moi un grand compositeur de musique classique. Taillefer. Germaine. Ouais. Voilà, Grand, voilà quoi, enfin. tout est dit. Oui, à deux pour un nom, David, tu mets à deux en plus. C'est important. Bravo. Autre théorie. Les gens qui restent tard au bureau n'ont pas plus de travail que les autres, mais un problème dans leur couple. Ouais. Enfin, ça c'est pour nous. C'est pour nous. On reste trop tard au bureau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, se méfier des gens qui portent des chemises blanches.
Oui, c'est souvent des méchants. Ah tiens. Ah bon. Oui, je sais pas, mais c'est pas très gentil pour BHL, je trouve, mais bon. Il y a ça, il y a aussi alors les listes, il fait des listes de tout, liste de ses fantasmes. C'est un côté un peu Amélie Poulain, mais Amélie Poulain qui aurait lu l'essentiel du management. Donc c'est que liste des conneries faites cette année, liste des filles que j'aimerais sauter, liste des rêves idiots que je fais en réunion, des défauts que je préfère chez les gens, liste de mes théories qu'on a, donc, voilà, des arguments du matin pour commencer un régime, bon, etc. Bon, c'est très vivant, c'est peut-être un peu un fourre-tout de quelqu'un qui a pris des notes et qui en a fait un livre, mais en même temps c'est très juste, très réaliste, et on sent qu'il sait de quoi il parle. Voilà, moi je pense que, comme je disais en commençant, Influence Jamel Debbouze. c'est qu'il y a peu de romans sur l'entreprise en France. Ça se fait beaucoup en Amérique, il y a beaucoup de livres sur des directeurs du marketing, sur des PDG, ou des livres comme ceux de John Grisham qui sont très documentés sur les cabinets d'avocats, etc. Mais en France, à part René Victor Pile, l'imprécateur, et puis Extension du domaine de la lutte de Houellebecq, il y a eu assez peu de livres comme ça, et finalement, ça a une utilité. Moi, je trouve qu'en lisant des romans, on a un regard plus distancié et plus documenté, et peut-être même, tiens, en ce moment où on s'aperçoit que les sondages disent n'importe quoi, que la presse n'est pas vraiment libre et puis se trompe souvent, le regard des écrivains sur la réalité nous apprend plus et nous informe finalement beaucoup plus, je crois, que la presse ou que la télé. Et je pense, non mais je crois que si on avait lu beaucoup de livres cette année, et bien par exemple, moi, la montée du FN, on pouvait la sentir dans des bouquins comme ceux d'Éric Reinhardt, des livres qui montraient le désespoir total, le désarroi, etc. Donc, les écrivains ont finalement peut-être une utilité nouvelle qui est de nous informer. Voilà, nous apprendre des choses. C'est déjà le cas des romans du 19e, non? C'est ce que je sais, exactement. Et puis voilà, j'aime bien aussi le fait que Thierry Bizot, ça soit quelqu'un qui a du pouvoir, qui participe à ce monde et qui en même temps crache dans la soupe. Ça fait du bien, c'est véritablement un exutoire, un défoulement. Et les livres, ça sert aussi à ça, à être un peu plus libre que d'autres endroits. Voilà. Donc ça s'appelle Ambition et compagnie, c'est aux éditions du Seuil, et la couverture est jolie. Argument ultime. On enchaîne avec notre portrait de l'écrivain israélien Amos Oz à l'occasion de la traduction chez Gallimard de Seule la mer, un roman empreint de mysticisme biblique dans lequel Oz délivre en filigrane un sage message de paix. Pour Olivia Benamou, c'est pas de l'hébreu, Magnéto. Amos Oz est sans doute l'écrivain israélien le plus connu, d'abord pour ses romans traduits dans le monde entier, mais aussi pour ses articles très engagés en faveur de la paix et d'un partage d'Israël en deux États indépendants. Un message sous-jacent à son œuvre romanesque et qui habite discrètement son dernier livre, Seule la mer. זה רומן מטאפוליטי, הים, ההרים, המדבר, זה לא רקע, זה לא פזאז'. זה חלק מן הגיבורים, חלק מן הדמויות. הם משתתפים. גם המתים נכנסים ויוצאים לתוך הסיפור באופן חופשי. הספר הזה הוא באמת מתכוון להיות סיפור מיסטי על האפשרות של כל אחד להגיע לשלום, קודם כל עם עצמו, אחר כך עם מי שקרוב לו מאוד, ואחר כך עם העולם. לא שלום קל, לא happy end, אבל שלום של מי שמבין, אני לא לבד בעולם. יש גם אחרים. En virtuose de la prose poétique, Amos Oz tisse une intrigue où les personnages se croisent et se quittent. Leur point commun, c'est Bat Yam, un faubourg de Tel Aviv sans histoire. זה מקום פשוט. זה לא מקום של מתנחלים, ולא שהולכים לבית הכנסת, ולא של פטריוטים גדולים, ולא של אינטלקטואלים. זה לא רומן על אינטלקטואלים. זה הישראל שאתם בצרפת אף פעם לא רואים אותה. אבל זה הרוב. האנשים שחיים על שפת הים התיכון, חילונים, הדוניסטים, נדיבים, דברנים. ישראל מסרט של פליני, לא מסרט של איגמר ברגמן. זה ישראל הפנימית. ויום אחד, מי שיעשה את השלום עם הפלסטינאים זה בת ים. Dans l'œuvre d'Amos Oz, les morts occupent autant de place que les vivants et ne les quittent jamais, une conviction qui s'exprime aussi dans ses prises de position politiques.
הילדים המתים, גם הישראלים, גם הפלסטינים, כל הזמן נכנסים הביתה אל כל אחד ואומרים למה זה קרה, מה עשינו, למה זה מגיע לנו. אני רוצה שהילדים האלה ילכו לאדון שרפת, כמו שאני קורא לשרון וערפאת, ויגידו, די, תפסיקו את זה. Œuvre magistrale sur l'espoir d'une paix à venir, ce roman sonne comme la prière d'un laïc à ses frères humains. הספר הזה הוא ספר תיאולוגי. אבל אני לא הולך לא לבית הכנסת, לא לכנסייה ולא למסגד. ואני חושב שאלוהים הוא לא דתי, והוא לא מתעניין בדת. Merci Olivia Benamou. Non, je vais juste dire, je suis en train de le lire, ça n'a rien de lugubre, parce qu'il a l'air un peu solennel, sépulcral, et c'est extrêmement drôle. Oui, la musique de fond, lui, qui parle de son mouvement pacifiste, il a fondé le mouvement pacifiste La Paix Maintenant, et je voulais rappeler ce roman de Alon Achimi, autre israélienne, qui s'appelle Suzanne la Pleureuse, qui est aussi désespérée, pathétique et drôle que l'est ce livre. Voilà, et c'est une vision qui est peut-être mystique, mais enfin c'est quand même l'Israël laïque. Merci Elisabeth. Oui, c'est un Amos. Une spécialiste en Amos, tout ce qui est Amos, Amos Kolek, Amos Gitaï, Amos Rose. Voilà. Ajoutons que nous voyons le très très joli jardin et la cour intérieure de chez Gallimard, qui est quand même un endroit tout à fait agréable. Ouais. Allons nous faire éditer chez Gallimard. Bah oui, là vous êtes chez Grasset, c'est moins bien. Bien, Hector, bonsoir. Bonsoir, On continue avec Hector Obalt, le critique qui n'amuse pas la galerie, mesdames, messieurs. J'ai un peu le trac aujourd'hui. Pourquoi, mon bébé? Parce que je fais une chronique qui est à la fois un peu narcissique, donc c'est toujours un peu gênant, puisque on va faire c'est une rétrospective intello de ce qu'on a fait depuis un an, un télo un peu théorique, si vous voulez, sur les causeries sur l'art. Et les causeries sur l'art, il y en a, moi je dirais qu'il y en a de trois sortes. Il y a celle de l'historien d'art qui est un chercheur et qui est là pour vous situer dans un contexte historique, etc. Le critique d'art qui est plus littéraire et qui est plutôt là pour apprécier ou faire juger les œuvres et les faire apprécier. Et puis il y aurait notre catégorie, les esthéticiens ou l'esthétique, qui est là pour répondre à des questions du genre qu'est-ce que l'art, du genre pourquoi y aurait-il des œuvres bonnes et mauvaises, du genre de quels moyens dispose-t-on, quelle légitimité a-t-on pour juger en bien ou en mal telle ou telle œuvre. Et c'est la question que je me suis posée à moi-même, de quelle légitimité puis-je me réclamer ou en tous les cas quel moyen ai-je utilisé pour faire apprécier ceci ou cela. Et le moyen le plus prosaïque, le plus simple, celui qui ne demande pas des tonnes d'intelligence mais qui est toujours très efficace, c'est tout simplement de décrire ce qu'il y a. Alors le premier magnéto que j'ai lancé est une chose où il n'y a que des descriptions. Le magnéto, c'est parti, il est sonore. C'est le tableau qui permet le zoom le plus émouvant qui soit. On passe directement de la solennité d'une cérémonie religieuse, voire politique, sous un toit d'église, à l'image hyper moderne de visages coincés derrière des barreaux de prison. Regardez cette scène, ou celle-là. Pierre pense à autre chose, et c'est Virginie Monnier qui fait à juste titre remarquer la silhouette de cette tête épouse exactement celle du lasso de Bilboquet, pour un tableau très original. Les détails sont plus beaux les uns que les autres, aussi austères que doux. 10 images par détail, 25 images par seconde. Vous n'avez qu'à enregistrer l'émission si vous trouvez que ça va trop vite. Moi, ça va parfaitement personnellement. Et le miroir ouvragé du fond reflète dans sa concavité l'union du couple flamand, chef-d'œuvre, bien sûr. Attention, en 3 secondes, il va y avoir 4 personnes qui vont entrer dans un des plus jolis pavillons de l'expo. Je ne me moque pas, il s'agit d'une boîte magique, on pourrait dire, de section triangulaire avec un rond sur chaque face. On ne sait pas si les gens sont dedans ou dehors, si vous regardez bien. À un moment, on croit qu'ils sont 12 alors qu'ils ne sont que 4. Leur étonnement fait un peu la gaieté du dispositif jusqu'à ce que sonne l'heure où tout le monde s'en va et où l'œuvre meurt. Bon. C'était donc le best-of global. C'est-à-dire que dès le mois de mai, vous faites des best-of. C'est mon avant-dernière émission, et puis la dernière, comme j'ai une expo que j'ai décalé. Est-ce que je peux faire un best-of de ce que j'ai dit tout à l'heure sur Thierry Bizot? Oui. Je pense que c'est comme Amélie Poulain, mais une Amélie Poulain qui serait abonnée à l'essentiel du management. Ouais. Et puis la couverture est jolie. La couverture est jolie, voilà. Vous l'aviez dit. C'est le best-of, c'est ce que je viens de dire. Là, c'est best-of. Alors, il y a beaucoup de gens pour qui décrire, ça ne suffit pas. Il ne faut pas décrire, il faut toujours interpréter, il faut donner un sens, il faut révéler la chose cachée pour la montrer au soleil de l'interprétation générale. C'est l'exégèse. Moi, je ne suis pas du tout dans l'exégèse. Ça se limite souvent à faire « Ah bah tiens, vous n'avez pas reconnu que c'était ça. En fait, c'est ça. » Et donc, deuxième magnéto, c'est parti.
Le grand bourgeois, brugeois si j'ose dire, Giovanni Arnolfini d'un geste auguste présente au regardeur sa belle épouse qui semble enceinte devant un baldaquin dont le tissu emmaillote peut-être symboliquement l'enfant qui va paraître. Et puis peut-être que le plus original c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il représente ? Je recule parce qu'il faut le voir de loin. C'est un lit défait après une nuit de sommeil. Moi je dis bravo. Mais qu'est-ce que c'est que ce trou ? Qu'est-ce que c'est que ce trou ? Eh bien, c'est une astuce. Ce sont les parois d'une grotte vue de l'intérieur et qui donne à voir un paysage sommaire au bas à la Strindberg. Je redescends par l'ascenseur bleu, luxueux, silencieux, hydraulique, James Bondien du côté court. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez bien. Ce que vous voyez, je le retourne pour que vous voyez. Il faut découvrir un autre profil barbu, tel que Strindberg se plaisait en voir dans les taches d'encre, dans le frottage d'un crabe, dans les circonvolutions d'un coquillage. C'est aussi cela Strindberg, dont j'espère que maintenant nous avons fait le tour. Il a pété les plombs. Oui, c'est bien ce best-of. Oui. Je comprends pourquoi c'est vous qui lancez les magnétos. Bon, là, vous pouvez oui, normalement, c'est vrai, puisqu'après tout, je ne parle pas derrière. L'avant-dernier point, on en avance doucement, mais on y arrive, c'est que révéler le cachet, ce n'est pas mon fort, ce n'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère toujours montrer l'évidence. Et quand il s'agit de faire entrer le spectateur dans le monde d'un artiste, il s'agit... Pour moi, et c'est ce que je trouve le plus efficace, c'est de montrer quelle serait la chose, quel serait le truc, quel serait l'objet, même anodin, qui tout d'un coup définirait l'œuvre dans son entier. Oui, c'était les boîtes chez Morandi, c'était l'entrecuisse chez Balthus, c'était la roche chez Böcklin, allons-y. C'était avant-dernier magnéto parti. Magnéto. L'objet, vous voyez comme c'est calme, le plus mystérieux, ce sont ces briques, ces parallélépipèdes mat, qui n'ont rien à faire avec une nature morte normale, et qu'on retrouve partout, en différentes tailles, en différentes couleurs. Et celui-ci, par exemple, on va le voir de loin. Alors je vous fais peut-être souffrir en restant comme ça 4-5 secondes loin, mais c'est tellement beau de loin. Et puis on va comprendre en approchant que la brique donne en fait tout son poivre et son sel à un tableau qui sans elle risquerait l'ennui, voire la banalité. Ce sont des briques, ce sont des boîtes. Ça donne de la solidité, d'étrangeté au tout, et la plus belle arrive dans quelques secondes, blanche, ultra lumineuse. Vous en savez assez pour que je ne commente plus. Là aussi, presque dans la même position, c'est au feu de la cheminée, et non plus au ray de la lumière, que s'expose l'entrecuisse nubile. J'ai tenté de mieux étudier la position des corps chez Balthus. Vous voyez, comme ça, ce n'est pas exactement du Balthus, et comme ça, dans pas longtemps, ça commence à en être. Bref, une jambe est droite, et l'autre, elle est fléchie. Car c'est la texture continuellement nourrie de cette falaise improbable qui donne de la crédibilité à son échelle, à son habitation, à sa puissance. Car la roche irrégulière, vous voyez, ça c'est toute ma thèse, est en réalité l'élément essentiel de l'art de Böcklin. C'est la pierre couverte de lichen, trouée, escarpée. Souvenez-vous des tableaux qu'on repasse là en ce moment en revue et qui donnent toute sa monumentalité. Ils sont bien plus de présence que ce couple d'amoureux. Ce sont les éléments mystiques, lumineux, expressifs par tous les pores de leurs parois qui font le génie de Böcklin. Ce n'est pas fini. Voilà, c'était Aubalque par Aubalque. Et il n'y a pas les coordonnées de la copine qu'on a vues à un moment? Non, on peut pas tout avoir. Elle est exposée où? Chez lui. Chez lui. Visite privée. Vous me décontenancez là. Alors souvent les gens me disent et alors? C'est-à-dire, d'accord, c'est passionnant de savoir qu'il y en a un qui adore les briques, l'autre l'entrecuisse, le dernier les roches. Qu'est-ce que ça peut changer à ma vie? Qu'est-ce que ça change aux choses que je vois? Qu'est-ce que ça change au monde que j'habite? Alors je ne suis pas comme Becbédé, je ne pense pas que ça va changer le monde, que la littérature va changer le monde. Par contre, je pense que la peinture va aider à le regarder autrement. Et c'est évidemment, en désespoir de cause, mon dernier argument. On va voir autrement la mer, on va voir autrement le désordre d'une foule, on va voir autrement la rue qu'on regarde en ouvrant la fenêtre. Et je laisse à Thierry Ardisson le soin de dire... Eh ben dis donc, mais pas trop tôt. Magnéto. D'abord, la mer, qu'est-ce que c'est? Je n'apprendrai rien à personne en disant que ce sont des vagues parfois grosses, qui plus on lève la tête, diminuent de taille pour devenir moyennes, etc., plates à l'endroit de la ligne d'horizon, qui est droite par définition. Partons de toutes ces évidences. Or, ce que va faire Strindberg, c'est de ne conserver que les grosses vagues du bas et le ciel du haut en supprimant la partie du milieu. Cette vision qui est impossible quand on regarde la mer vue du quai est la plus naturelle quand on est en bateau où les grosses vagues projettent directement leur silhouette sur l'horizon. Conséquence, c'est que la mer est un mur et ce qu'il y a du vide derrière ce mur,
un espace vide, vous voyez, un vertigineux presque, un trou entre la mer et le ciel qui n'existe pas dans la réalité, mais qui renvoie exactement au sentiment qu'on peut avoir en bateau sur une mer démontée ou quand on nage entre deux rouleaux. De même que dans l'installation de Dan Graham, les gens qui étaient venus pour voir se sont trouvés faire partie d'un tableau, entre guillemets, parfois fort réussi, hésitant dans un moment de grâce entre prendre la pause ou prendre la fuite, de même, le tableau de Velázquez donne à voir ce qu'aucun peintre ne montre jamais. Pas seulement l'envers du décor, je veux dire, mais cette réalité non surveillée, presque non composée, où plus personne ne prend la pause. C'est, comment dirais-je, il est fait en peinture, ce qui est plus difficile à rendre, c'est le léger désordre de la vie, le temps d'une fraction de seconde. Petit repos à nouveau, en longeant les salles, histoire de revoir en pensée tout ce qu'on vient d'ingurgiter, et ça fait quand même pas mal de choses, peut-être 30 tableaux, et je tombe naturellement sur ce troisième paysage, carré également, avec au mur, au premier plan, les volets me font vaguement penser à ceux qu'on aperçoit par les fenêtres de l'expo, mais ça reste encore anecdotique. Avec toutefois le même genre de verdure rampante, derrière le nylon, que celle du versant des arbres de tout à l'heure. Ce ne sont pas les jardins d'à côté qui ressemblent au tableau, comprenez-moi bien. C'est nous qui commençons à voir du Morandi partout. Et même si je rentre ma caméra par la fenêtre, je retrouve exactement la même division verticale, le même désordre de verdure, la même sobriété du paysage, comme si Morandi nous avait donné ses yeux pour voir le reste de la réalité. C'est ça l'empreinte que peuvent faire des grandes œuvres sur notre petite cervelle. Très brillant. Merci. C'était le discours de la méthode. Je vous remercie de m'avoir soutenu. Ça fait un moment qu'on vous soutient. C'est vrai. Vous avez même accueilli après votre escapade. J'ai une idée, chef. La semaine prochaine, je ferai mon worst of. Voilà, ce sera pas dur. Après les pubs, place à notre invité du jour, le comédien André Dussolier, à l'affiche de Monstres sacrés, sacrés monstres au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. À plus. Chers amis, chers ennemis, nous recevons maintenant André Dussolier à l'affiche de Monstres sacrés, sacrés monstres au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Bonsoir André. Bonsoir. Vous arrivez un mauvais jour. Le chien de Philippe est dans le coma. C'est votre chat, il a mangé de l'antilimace. Et voilà, dans le jardin d'hiver. Il n'est pas mort encore. Il est passé 2 jours dans le coma, mais enfin, Bon. ça va un peu mieux aujourd'hui. Non, c'est parce qu'on parlait de l'école des femmes. Manière de renouveler Le petit chat est comateux. Ouais. Alors André, Frédéric Becbédé est allé voir votre spectacle, il l'a adoré et il va nous expliquer de quoi il retourne. Alors, c'est un spectacle qui devrait être remboursé, non pas par la Sécurité sociale, mais par le ministère de la Culture, car André Dussolier rend la poésie pas chiante. Alors évidemment, ça, tous les gens qui disent des poèmes sur scène disent la même chose. Je suis là pour transmettre cet art sublime, ces vers formidables. Je ne suis qu'un truchement. C'est ce que dit souvent Lucchini d'ailleurs quand il lit. Il n'est qu'un interprète vulgaire de choses qui lui sont supérieures. Mais en fait, vraiment, la voix d'André Dussolier, sa façon d'être, ses changements parce qu'il passe de textes très marrants à des choses extrêmement bouleversantes, très tristes, et le choix qu'il a fait lui-même, et l'enchaînement bien construit de tout ça, fait qu'on ne s'emmerde pas une seconde, je vous le jure. Voilà, je vous le garantis. Je sais pas, je fais comme Pivot, je rembourse le billet. Vraiment. Et donc voilà, c'était pendant le Printemps des Poètes, je suis allé voir et je pensais que... je savais pas que ça reprenait et vraiment c'est ça. Alors là, c'est une très ça bonne reprend donc au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à 20h30. Demain. Demain. À partir de demain. Et donc, quels sont les textes que vous dites ? Alors, il y en a pas mal. Ça passe, ça alterne entre Hugo, Vigny et du billard. Des choses graves, comme disait Frédéric, et puis des choses légères, comiques, drôles, enfin... je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que j'ai choisi des textes qui me plaisaient, j'ai dû en éliminer pas mal, et puis je voulais pas que ce soit comme une addition de textes d'un récital, enfin pas un récital, mais quelque chose où le spectateur subit comme ça une addition mathématique de textes, donc il fallait qu'il y ait une sorte de montage. Je me suis aperçu qu'il y avait... entre eux, oui, voilà, il y a un thème quand même qui est un peu... qui ressort majoritairement, c'est sur le sentiment amoureux. Alors il est développé comme ça quand il est vécu pleinement avec Edmond Rostand, Ruy Blas, Hugo, et puis après je m'en moque assez vite, et là j'ai recours à... de Guitry. Oui, ou à l'abbé de l'Atténian qui avec le mot et la chose, par exemple, où c'est une manière de rigoler un petit peu de tout ça, des sentiments, puis du billard aussi. Enfin voilà, c'est un privilège de pouvoir jouer sur une heure comme ça avec plein d'auteurs. En général,
général, on a un auteur à sa disposition. Là, je passe d'une époque à l'autre, d'un style à l'autre. C'est un peu la diversité, et aussi avec des aphorismes pour casser le rythme, etc., pour surprendre un petit peu le spectateur. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la salle, les gens ne savent pas forcément, puisqu'il ne dit jamais le nom de l'auteur des textes qu'il dit, qu'il récite. Donc, dans la salle, quelquefois, il y a des gens qui tournent un peu le programme pour essayer de suivre, de savoir. Mon but, c'est qu'ils ne le regardent pas, évidemment. De toute façon, c'est qu'ils se laissent emporter. C'est qu'ils se laissent emporter et qu'ils. Je commence d'ailleurs avec un texte de Guitry qui m'aide beaucoup, puisque c'est tiré d'une petite pièce de théâtre qui s'appelle Un soir quand on est seul. Et c'est un homme qui arrive chez lui et qui, enfin, est tranquille et qui se laisse aller à dire à haute voix tous ses sentiments. Donc, ça me permet comme ça de passer d'un auteur à l'autre. Et même, j'ai constaté au fur et à mesure du spectacle que c'est pas mal d'avoir des silences entre chaque texte, comme ça, comme si on suivait le fil de la pensée de l'acteur qui est en train de vivre quelque chose, de cet homme, en tout cas, qui est rentré chez lui, qui est enfin seul et qui parle à haute voix. Alors, puisque je vous ai sous la main, je voulais juste savoir la tirade sur l'imparfait du subjonctif. C'est Alphonse Allais, ça, non? C'était de qui, ça? C'est la complainte amoureuse, en effet, de Alphonse Allais. Ça, c'est remarquable. Ah, vous pouvez le faire? Non, surtout pas. Encore. Il n'a pas ses fiches et ses ongles sèches. Parce qu'il est relativement court, c'était pour ça. Ah, c'est très très drôle. Délateur. C'est vrai que celui-là. Attends, on va le regarder si vous. Voilà, oui, ça sera peut-être mieux. Magnéto. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, et qu'enfin je m'opiniâtrasse, et que je vous idolâtrasse, pour que vous m'assassinassiez. Voilà la magie de la télévision, vous le faites pas, on l'a. C'est fort, ça, hein? Ça me permet ici, après ce texte-là, d'enchaîner sur un Dubillard qui est une petite scénette. Dubillard a écrit des dialogues et je me suis amusé. Et ça fonctionne en monologue. Et là, il parle d'une vieille actrice, puisque justement, ça va, Bérénice. Qui nage bien. Qui nage bien, qui fait tout, qui fait tout très bien. Je me souviens plus du texte, mais Magnéto, j'ai jamais vu. Non. C'est l'actrice qui nage le mieux. Mais enfin, au théâtre, il n'y a pas d'eau en même temps. Au Molière, vous avez dit un petit Dubillard. Qui est dans le spectacle. C'est un petit extrait que j'ai dit. Qui servait par. Sur la tragédie classique, justement, et sur les nananas, Vous connaissez l'histoire? Non. Vous savez qu'il y a un critique d'un grand journal, vous n'êtes pas au courant, qui a fait un papier qui vous démolit, qui vous dit ce nul, il a même plus sa mémoire. Vous ne saviez pas ça? Ah, je vous retrouve. J'ai oublié, moi. Non. C'est blablabla. Il a même plus sa mémoire. Authentique, et le type en profite pour faire une digression sur la médiocrité des acteurs français contemporains. André, donc maintenant, entre deux tournages de films, vous irez faire comme ça des petits séjours sur scène. Pour nous ravir. Et la scène, c'est vraiment c'est le lieu de l'acteur, un peu d'autonomie, c'est une manière de reprendre le pouvoir. Au moment où les images, justement, sont trafiquées, où il y a beaucoup d'effets spéciaux, enfin, je sais pas, on passe d'un extrême à l'autre avec la scène, c'est vrai. Et aussi, peut-être, c'est une question que vous allez me poser, pourquoi il y a tant de spectacles avec des acteurs qui font des choses. Il y a Lucchini, il y a Noiret qui fait des contemplations. Et c'est vrai il y a Philippe Avron, il y a Cobert, il y a Weber. Il y a eu, dans le même registre, ce qui se rapproche le plus de ce que vous faites, c'était Geneviève Page. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. J'ai pas vu, mais en effet, il y a 2 ans. Oui. C'était bien aussi, parce que c'était très intime. Elle renvoyait ça à elle. Enfin, c'est ce qui fait. C'est vraiment l'univers de Dussolier. Alors, souvent, quand ils sont seuls en scène, enfin, ça arrive que l'acteur fasse des commentaires. Et vous n'avez pas eu envie. Vous êtes purement. Ou alors je me sers un peu d'aphorismes comme ça, de choses. Moi, je me sers toujours des auteurs, oui. Mais j'avais envie, puisque vous avez dit ça en exergue, ou en introduction plutôt, c'est-à-dire que je voulais que ce soit vivant. Je ne conçois pas que la poésie se soit dit sur un certain ton. Je me souviens, nanana. Et je pense que c'est quelque chose de vivant. C'est un monologue, certes, mais c'est comme, j'ai toujours considéré le monologue comme un dialogue avec des gens qui sont là dans la salle, qui sont silencieux, qui pourraient intervenir. Je raconte des histoires. Donc, racontant des histoires, il y a un suspense, il y a des silences. Je ne conçois pas les mots sans silence. Et on crée la vie, quoi, aussi bien avec un poème qu'avec une petite scène de théâtre. Mais chez Dussolier, le commentaire est dans le visage et dans la gestuelle et dans le jeu. Il en joue terriblement de ça.
visage d'André Dusselier. J'aime beaucoup les silences, les arrière-plans. J'aime beaucoup. On est c'est vrai, dans un théâtre où les auteurs parlent beaucoup, où font beaucoup parler leurs personnages. Les personnages. Alors on a l'impression d'ailleurs qu'il n'y a plus rien à jouer tellement on dit d'un personnage dit tous ses sentiments grâce aux mots. Or je prétends quand même, c'est peut-être aussi l'influence des acteurs américains qui ont, eux, un langage assez concis, où il y a beaucoup, enfin je pense à Pinter ou à ces écrivains-là, qui permettent aux acteurs de mettre beaucoup de choses dans les silences. Et je trouve que la jouissance du spectateur, c'est de voir un peu tout ce que vit le personnage, autant dans les mots que entre, ou avant les mots, ou après. Enfin voilà, donc c'est ça le plaisir de l'acteur, je trouve, c'est pas seulement l'intonation, mais c'est aussi tout ce qu'on vit, quoi. Et on peut le faire aussi bien avec un poème qu'avec une pièce. Et on peut pas le faire au cinéma. Donc ça, je répète, à la Gaîté Montparnasse à 20h30, ça dure quoi, 1 heure? Une heure. Et puis ensuite, il y a Christiana Reali, donc avec Boris Terral, la pièce pas pour le même brésilienne. prix. Hein. C'est pas pour le même prix. On vide la salle. Il faut payer 2 billets. Oui. Alors racontez-nous à part ça les projets cinéma. Les projets cinéma, eh bien il y a un film avec Jean Becker que je vais retrouver pour la 3e fois, là, toujours avec Jacques Villeray, aussi il y aura cette fois Thierry Lhermitte et Benoît Magimel, à partir d'un livre de Michel Quint qui s'appelle Effroyable. Ah oui, bien sûr. Un livre 1940 par le scénariste d'Amélie Poulain. Exactement. Donc vous avez fait la voix off. Voilà. C'est lui dans le Oui, c'est vrai. Oui, c'est lui la voix. Grande famille. Ouais. Et puis après, je retrouverai, j'espère, Alain Resnais qui va faire un film avec encore de belles idées originales, on va dire. Je n'en dis pas plus, mais toujours une surprise avec lui, de film en film. On n'est jamais sur le même thème, sur la même manière de traiter des choses. Et on devrait se retrouver en troupe habituelle avec lui à l'automne. Voilà, et puis ensuite, on verra. Très bien, merci beaucoup. Donc à la Gaîté Montparnasse. Et au théâtre, je ne veux pas faire que du solitaire, mais si, je vais jouer parce qu'il y a un théâtre maintenant qui est pour les auteurs français, que dirige Jean-Michel Ribes, le Théâtre du Rond-Point, et en mai prochain, profitant de cette année comme ça, parce que c'est vrai qu'on a souffert aussi beaucoup, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les acteurs s'approprient comme ça la scène avec des auteurs qu'on n'a pas l'habitude ou la possibilité de jouer ailleurs. On n'a pas pu jouer beaucoup d'auteurs français. Là, je vais saisir l'occasion de ce Théâtre du Rond-Point pour jouer des textes de Paul Fournel et qui s'appellent Les athlètes dans leur tête. Ce sera la première fois qu'on entendra non pas la langue de bois des athlètes après leurs exploits, mais là au moins ce qu'ils pensent et ce qu'ils éprouvent après leur victoire ou leur défaite, etc. Donc ça, c'est des petits monologues. Et après ça, je pense à des pièces aussi que j'ai envie de jouer. Je n'ai pas envie de m'isoler comme ça tout seul sur une scène, mais j'aime bien partager et je pense à des pièces que j'ai envie de jouer. Ah mais dis donc, il n'est pas prêt d'accrocher les gants. Hein. Quelle pêche, dis donc. Après les pubs, place à notre deuxième invité du jour, Denise Bombardier, auteur de Ouf chez Albin Michel. À plus. Chers amis, chers ennemis heureux, on se retrouve avec notre coup de zoom sur le boom de la culture gothique à l'occasion du festival Decide à la Loco le 13 mai. Le pessimisme néo-romantique hérité du punk vampirise aujourd'hui non seulement la musique, mais le cinéma, la littérature et la peinture. Renaud Santamaria a trouvé ça démoniaque, Magnéto. Quel est le point commun entre la famille Adams, Bram Stoker, Matrix et les Cure? La culture du label noir, la culture gothique. Le mouvement gothique analyse son passé, son présent et son futur comme étant sombre. Et donc ça a donné naissance à toute une mode très noire au niveau vestimentaire, au niveau musical. Héritier du punk avec un côté un peu glam, décadent qui venait directement de Bowie. De ce spleen, ce côté très sombre s'est exprimé chez des groupes comme Cure, comme Joy Division, comme Siouxsie and the Banshees, donc des héritiers du punk, mais avec une esthétique plus néo-romantique. Volontairement cantonnée dans l'ombre, l'esthétique gothique va bientôt être mise en lumière par le biais du cinéma dans les années 90. L'image du gothique s'est popularisée grâce à de grands films. On connaissait bien sûr le Nosferatu de Murnau ou alors les Prédateurs dans les années 80, mais là au début des années 90,
Il y a toute une série de films qui vont vraiment populariser cette image. Donc il y a les films de Tim Burton avec Winona Ryder dans Beetlejuice, mais aussi donc Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. Il y a évidemment le Dracula de Coppola. Il y a de grands films comme The Crow qui vraiment font apparaître partout cette image, cette icône gothique. Et bien sûr, le côté plus moderne avec Matrix qui a vraiment rendu très populaire à la fois cette image-là, qui l'a modernisée, mais qui a aussi fait connaître cette musique. L'union entre musiciens et cinéastes va même donner lieu à de vraies collaborations. De très grands groupes comme Nine Inch Nails, Rammstein et à l'heure actuelle Marilyn Manson n'incarnent pas à eux seuls le mouvement gothique, mais cette imagerie gothique qui fait que tout un chacun peut découvrir cette musique dans des BO de films. Par exemple, Nine Inch Nails qui a travaillé avec Oliver Stone pour la BO des films de Lynch aussi, la BO de Lost Highway. Voilà. Depuis 20 ans, les gothiques sont donc partout. Comme Dracula, serait-il éternel ? Là, dans les années 2000, il y a un clair et net retour aux années 80. Même dans le milieu techno, tous les grands groupes des années 80 influencent les grands DJ techno à l'heure actuelle. Soft Cell se reforme, il y a un retour vers tous ces grands groupes type New Order, Depeche Mode qui ont énormément de succès à l'heure actuelle. Et évidemment, ça joue encore plus dans la faveur du mouvement gothique qui est de plus en plus populaire. Merci et bravo Renaud Santamaria pour son premier sujet. On peut dire que c'est réussi, Frédéric. Vous êtes gothique, vous êtes habillé en noir, donc vous êtes gothique. Je suis gothique, voilà. Et Renaud aussi est toujours habillé en noir. On poursuit en compagnie de Denise Bombardier, auteure de Ouf chez Albin Michel. Bonsoir. Bonsoir. Québécoise donc. Sans accent, ça Sans vous plaît, accent, ça vous plaît, ça je celle-là préfère. vous plaise, Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Enfin, j'ai l'accent quand je veux, et comme oui, vous d'ailleurs, faites-le comme pour vous. voir alors. Oh non, non, jamais. Alors Pourquoi là, non, merci. Non, parce qu'elle a dit « ja » et normalement on dit « genre ». Parce que je veux que vous m'écoutiez pour ce que j'ai à dire, et non pas de la façon dont je le dis. D'accord. Alors, êtes-vous gothique ? Non, pas du tout, je suis baroque. Moi, je suis dans la musique baroque. Ouais. Alors, vous voyez que je suis un peu plus... Et puis, en plus, tout ce qui tourne autour des pompes funèbres, ça ne m'intéresse pas. Alors, Patrice, pourquoi Ouf ? Pourquoi Ouf ? Parce que, alors, d'abord, c'est un roman. On a peu l'habitude, chez Denise Bombardier, c'est plutôt des essais d'habitude. Il y a quelques romans. Quelques romans. Mais enfin, oui. Vous êtes plutôt connu comme essayiste. Alors, c'est l'histoire de Jeanne. Jeanne, que sa maman avait appelée Jeanne d'Arc au début, parce que... prénommée Jeanne d'Arc. Prénommée Jeanne d'Arc parce que sa mère n'aimait pas les Anglais, aurait préféré rester vierge. Donc elle l'avait appelée Jeanne d'Arc, et alors elle a laissé tomber la particule au bout d'un moment. Après, elle a eu à Woodstock, au moment de Woodstock, elle a eu sa première aventure amoureuse, mais elle n'a pas joui. Parce que, pardon, elle n'a pas joui. Pardon. Contrairement à Sarah qui publie « J'ai joui ». J'ai joui, oui. Parce que son amant ne savait pas si, elle le dit d'ailleurs, ignorait si elle était clitoridienne ou vaginale. Ça vous rappelle quelque chose peut-être ? Et alors, donc il est venu trop vite. Dès qu'il y a une connerie comme ça, tout le monde, toute la France se retourne vers moi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui baise. Et donc il est venu un peu vite pour qu'elle sache en réalité si elle était l'une ou l'autre. Bon, et puis donc elle passe sa vie, elle va se marier quand même, et puis elle a 2 enfants et elle se sépare. Elle est séparée. Elle est séparée. Elle subit la séparation. Quand le roman commence, au fond. Et au fond, c'est l'histoire d'une femme de 50 ans, séparée, avec 2 enfants un peu à charge quand même, qui vivent avec elle. Et qu'est-ce que devient une femme de 50 ans seule ? Est-ce qu'elle peut encore aimer ? Est-ce qu'elle va encore aimer ? Comment vont se passer ses relations avec les hommes qu'elle va rencontrer ? Est-ce qu'il faut qu'elle cherche le grand amour ou pas ? Est-ce qu'elle peut dire je t'aime ? Est-ce que quand on lui dit je t'aime, ça lui fait plaisir ou ça l'effraie ? Mais c'est surtout un livre drôle, c'est qu'elle en rit. Bien sûr. Et puis de toute façon, s'il n'a pas su si elle était vaginale ou clitoridienne, c'est parce qu'il était américain. Après, elle a rencontré un bon Québécois francophone, et celui-là, il avait tout compris d'avance. Alors là, c'est là qu'elle a connu comme l'alléluia de la jouissance, quoi. Ouais. Et puis ça s'est poursuivi. Mais c'est vrai que, au fond, c'est toutes ces femmes qui ont 50 ans dans le livre. C'est tous des personnages de 50 ans. Ces femmes-là sont toutes drôles. Ce sont des femmes autonomes, ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, sauf qu'avec les hommes, elles savent plus trop bien ce qu'elles veulent parce qu'elles trouvent que les hommes sont pas à la hauteur, et puis parce qu'elles s'amusent entre elles, enfin, en tout bien tout honneur évidemment. Mais de toutes les façons, parce que c'est vieillir, de toute façon, on n'y échappe pas. Eh ben, il faut en rire, c'est tout. Donc, puis, elle se marre, quoi. Est-ce qu'on est vieux d'ailleurs à 50 ans aujourd'hui ?
Je pose une question qui m'intéresse. Mais le problème, je vais vous Non, dire. mais justement. Mais le problème, c'est que c'est les gens qui ne veulent pas. C'est le problème, c'est les gens qui ne veulent pas vieillir. C'est ceux-là qui sont pitoyables. Mais pour le reste, on n'a pas le choix. Alors donc, on prend le bateau et puis on fait avec. Au fond, c'est ça. Oui, mais t'as raison, madame. Mais est-ce que derrière ce roman un peu à la Bridget Jones, un peu 20 ans après, est-ce qu'il n'y a pas une critique de la révolution sexuelle, du féminisme, de tous ces combats qui ont été aussi les vôtres, un peu? Non, c'est pas une critique, c'est un constat. Quand les femmes arrivent et elles se retrouvent toutes seules, elles se disent mais qu'est-ce qu'on a fait? Puis son mari s'est tiré avec une thérapeute qui est spécialisée dans les huiles essentielles. Elle savait pas que son mari en était une, c'est peut-être pour ça qu'elle a perdu. mais non, c'est parce qu'elle constate autour d'elle que toutes ses amies sont un peu seules. Et puis en plus, le problème des femmes de 50 ans, c'est qu'elles ont un comportement très très moderne dans leur vie courante, dans leur vie sociale, mais elles ont une espèce de sentimentalité du 19e siècle, sont complètement niaiseuses. Alors là, vous me permettez cette expression quand même. On y est là. Hein? Elles sont complètement niaiseuses et puis elles attendent. Ben, d'ailleurs, elles savent pas ce qu'elles attendent, mais elles attendent. Bon, et elle attend pas tellement, mais elle a des amis absolument qui veulent la maquer. D'ailleurs, toutes ses amies veulent la maquer. Oui, ça l'embête d'ailleurs. Hein. Oui, parce que... De quoi vous vous mêlez, quoi. Alors, cette idée que les hommes, maintenant, autour de 50 ans, partent avec des filles de 20 ou 30 ans, à l'époque où le divorce était moins pratiqué, ça n'arrivait pas. Est-ce que finalement, c'est regrettable? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux un homme qui reste avec vous, qui subvient à vos besoins et à ceux de vos enfants jusqu'à la fin de vos jours et de ses jours? Vous posez la question à moi? Mais je vous pose la question, vous venez d'écrire un livre là-dessus. Il se pose une question à lui-même. Non, moi, j'ai choisi de rester. Il monologue. Moi, c'est pas ma vie. Moi, j'ai plutôt fait... j'ai même été pourvoyeuse à certains moments. Donc, c'est vraiment pas ma vie à moi. Pourvoyeuse, ça veut dire quoi? Pourvoyeuse. De quoi? C'est l'inverse de ce que faisaient les hommes traditionnellement. C'est-à-dire... votre homme. Ouais, voilà. Ah oui, ça, je payais une pension alimentaire, voilà, tout. Oui, on dit pourvoyeuse. Ah, ben oui. Ben, si on le met au féminin, ça fait pourvoyeuse. Hein? Ça fait pas pourvoyeur. Mais ceci dit, non, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre... Enfin, le pire, c'est l'ennui. Et moi, je crois que s'il y a beaucoup de femmes qui quittent, parce que maintenant, les femmes partent aussi. Pas seulement parce qu'elles ont une carte de crédit et qu'elles peuvent partir, mais... parce qu'elles s'ennuient avec les hommes. Et c'est vrai qu'arriver à la cinquantaine, en général, enfin, si je regarde autour de moi ici, comme à Montréal ou comme à New York, c'est vrai que les femmes ont l'air de s'amuser dans la vie. Vous les trouvez mieux qu'à 30 ans? Oui, je les trouve moins dures que les filles de 30 ans, je les trouve mieux, elles sont plus dégagées d'un certain nombre de choses. Et puis, alors que les hommes, vers la fin de la cinquantaine, ben, tu sais, ils commencent... Eux, c'est-à-dire qu'ils se couchent un soir, ils se lèvent le matin, puis le lendemain matin, ils décident qu'ils sont vieux. Et à partir du moment où un homme décide qu'il est vieux, dans sa tête, on sait ce qui se passe dans sa chimie, n'est-ce pas? Dans sa chimie, on dit comme ça au Québec. Oui, si bien que dans ce livre, je crois qu'il y a un des personnages qui dit j'ai passé ma vie à me promener avec des pilules anticonceptionnelles dans mon sac à main. Et bien là, maintenant, elle rencontre des hommes qui sont... qui se posent des questions. C'est les femmes qui se promènent avec les pilules bleues. Donc, on a encore des pilules, mais là, on va les distribuer. Ça, c'est drôle. Et que pensez-vous de cette tendance des femmes de 50 ans et plus qui sont avec des jeunes de 25 C'est vrai que c'est une tendance, ça. Parce que vous disiez, les mecs se barrent avec des petites jeunes, mais les femmes aussi. Il y avait un papier dans Elle très inquiétant, d'ailleurs, il y a 15 jours, les femmes aussi. qui ne m'a pas échappé. Et j'ai fait une émission à la radio ici, il n'y a pas longtemps, et on m'a dit, il y a une dame qui a appelé, elle a dit qu'elle avait un homme de 40 ans de moins qu'elle dans sa vie. Je pense qu'elle avait au moins... C'est bien ou pas? Il fallait qu'elle avait... Pardon? Si ça lui fait plaisir, mais moi j'ai un fils qui a 24 ans, et incest is not the best, vous savez, j'aurais l'impression vraiment d'être dans... C'est trop la proximité avec son propre fils. Bon, moi personnellement, mais enfin les femmes qui sont avec des hommes plus jeunes, moi j'ai eu beaucoup d'amis effectivement autour de moi qui sont avec des hommes plus jeunes. Bon, si ça fait plaisir aux hommes. Et puis en plus, je vais vous dire, Chérie de Colette. Mais elles sont... Non mais attendez, vous dites, c'est pas nouveau, chérie de Colette. Ça s'est démocratisé, Elisabeth. Justement. Vous croyez que ça se faisait pas sans qu'on en parle? C'est pas un phénomène, non, c'est pas un phénomène. C'est un phénomène de société, ça maintenant. Parce que c'est plus accepté. Il y a moins de jugement moral là-dessus. Tout à fait. On a quand même encore des gamins.
Des gamins pas mal. Ouais. Comment vous expliquez que c'est... Il y en a beaucoup d'ailleurs. Je vis avec une femme qui a 40 ans de plus que moi. Et ça ne me pose aucun problème. Oui, mais vous avez. Marie-Claude, si tu nous entends. Marie-Claude, Mais ce n'est pas Marie-Claude, justement. Alors, Et puis en plus, je crois que les hommes plus Denise, jeunes, oui. les hommes de 30 ans qui sont avec des femmes de 50, c'est parce que les filles de 30 ans sont trop dures avec elles. Les filles sont raides maintenant. Oui, soit ils dures. sont avec des femmes plus âgées, soit ils deviennent homosexuels. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ça, ils n'ont pas le choix, les mecs. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors Mais maintenant, comment vous expliquez que ces phénomènes ne dépendent pas du tout au fond des sociétés dans lesquelles on vit? C'est-à-dire que c'est vrai au Québec, mais c'est vrai en France. Ah, c'est Comment ça se fait partout que ce soit pareil universel? C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Ouais. et voilà. Mais c'est marrant que non, il y a une Mais c'est vrai, mondialisation non, mais des c'est sentiments, tout à quoi. fait. Tout à fait, il y a une enfin, sorte pas au de. Pakistan, hein. Oui, mais Peut-être moins au non, Pakistan disons, ou en moi je parle Afghanistan. toujours, Les je lapins, spécifie toujours, c'est dans le l'Occident. monde quand même, occidental. hein. Les pays riches. Et puis dans le monde occidental, c'est plus ou moins, mais c'est vrai que ça se Alors, ressent. tant qu'on vous tient, vous avez fait l'année dernière un bouquin qui s'appelait donc Lettres ouvertes aux Français qui se prennent pour le nombril du Oui. monde. Alors, comment vous analysez ce qui s'est passé en France ces dernières 3 semaines le danger Le Pen, la victoire de Chirac. Enfin, je trouve ça déprimant pour tout vous Ouais. dire. Et puis en plus, je regarde le deuxième tour, 19% pour l'extrême droite, et puis 19% des gens qui n'ont pas voté. Ça veut dire qu'il y a 38%, il y a presque 40% des Français qui sont dans une situation politique que je trouve, moi, périlleuse. Et en plus, c'est qu'au premier tour, il y avait le choix. Ils pouvaient voter pour les chasseurs, ils pouvaient voter pour les fumeurs de joints. Je veux dire, il y avait vraiment un choix. Là, ils l'ont Et fait ils le sont choix. allés à l'extrême droite. Et ça, Ouais. je trouve que c'est pas, évidemment, c'est pas la France qui m'attire, et c'est pas la France pour laquelle je reviens ici. Ça, c'est sûr. Et au Québec, alors, avez ça, oui. c'est On n'a vu pas comment d'extrême, non. Ouais. On n'a pas d'extrême, non. Que la température. Ouais. Mais on n'a pas il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas d'extrême droite. Ça n'existe pas, et c'est surtout pas institutionnalisé. Il y a bien des gens dans leur salon qui vous disent des choses sur les juifs, sur les noirs, sur les gays, tout ça. Mais Il y a toujours les indépendantistes, le parti indépendantiste est toujours oui, fort. mais il est au pouvoir. Oui, mais enfin, Et il gouverne Québec. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite, ça. oui, Mais enfin, je suis très heureuse qu'on n'ait pas. Je trouve que là, on est exemplaire. Franchement, vous me direz, vous n'avez pas été colonisateur, vous n'avez pas été coloniste, c'est vrai. On n'a pas été impérialiste, on n'a peut-être pas eu le chance d'être impérialiste, mais il reste une chose. La même histoire. Non, mais c'est pas ça. du tout. Mais de toute façon, il pourrait. Je veux dire, on a des immigrants quand même, et puis on pense pas ouvrir les frontières pour les jeter dehors. Ouais. Il n'y a même que ça là-bas, vous Et me puis direz. nous, les marginalités, je vais vous dire, on est beaucoup plus tolérants. Je crois que parce que nous-mêmes, on est une sorte de marginalité en Amérique du Nord. Et je crois que ça nous donne une sensibilité Bien qui sûr. fait qu'on comprend les minoritaires Tout à fait. et qu'on comprend les marginalités. Voilà. au niveau fédéral au Canada, il n'y a pas non plus d'extrême droite. Il y a un parti dans l'ouest du Canada qui est un parti, mais ça n'a pas de commune mesure avec le parti de Le Pen. C'est un parti ultra conservateur. Ils sont contre l'avortement. Il y en a qui sont pour le rétablissement de la peine de mort. Ils trouvent que les immigrants, on en prend trop. Mais enfin, il n'y a personne qui tient le discours que vous connaissez. Le Pen, c'est ce qu'il dit, hein, quand même. Il n'y a pas un parti un peu. Non, mais enfin, lui, Oui, mais il y a des solutions pour ça, lui. Il n'a pas l'audience, ils n'ont pas l'audience qu'il a. C'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, je veux dire, ils ont des représentants à Ottawa, je veux dire, ils sont actuellement au Parlement, mais ils tiennent pas, ils n'ont pas les solutions que vous proposez Il n'y ici. a pas une extrême droite un peu bruyante à Vancouver avec des réactions gaucho très dures. Il me semble me rappeler ça. Enfin, si vous voulez en chercher, peut-être, si on prenait l'auto, si on allait dans le Nord. Il y a des ours d'extrême droite. Ouais, ça Non, mais c'est sûr. vrai. Des grizzlies, d'ailleurs, ils règlent le problème, ils vous bouffent tous. Voilà, il y a des grizzlies d'extrême droite. D'ailleurs, votre grizzly, vous, le problème, c'est qu'il a été candidat au deuxième tour, quand même. Voilà, c'est ça. Mais vous avez été surprise Et moins vous- que nous. Mais rien ne vous surprend de la France. Mais je vais vous dire que quand je l'ai su, quand on m'a téléphoné, c'était 2h de l'après-midi pour moi, le premier tour, j'ai eu carrément, je vous le jure, sur la tête de mon fils, la chair de poule. Oui. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais après coup, je me suis dit, oui, c'est possible parce qu'il y a une tradition. Il y a une tradition chez vous, votre histoire. Vous amène à ça. Mais enfin, c'est très décevant. L'idéologie Et c'est pas la française. façon de se mettre sur la carte du monde, ça c'est sûr. Parce que là, parce que là, la France intéresse le reste du monde depuis le premier tour des élections. On verra pour la suite. Là, on a un peu honte d'un coup, là, hein, on est un peu con là. Bah, cela dit, non, mais peut-être qu'il n'y en a pas au Canada, mais il y en a en Hollande, il y en a. En Angleterre, ouais, En Angleterre, ça commence. ouais. Oui, Non, parce puis qu'aux ça, États-Unis, il y a une pensée d'extrême Oui, il y a- droite, mais elle n'est pas institutionnalisée. Il est impensable qu'un fasciste se retrouve en balance comme président des États-Unis. C'est pas institutionnalisé, donc c'est pas. On Oui, n'inscrit est-ce pas que ça dans c'est les. pas
est-ce que les extrêmes ne sont pas dans le parti républicain, au fond Oui, mais la droite du parti républicain, ça doit pas être loin de Le Pen. Non, mais c'est pas la... Oui, mais enfin, elle est noyée par le courant. Thierry à Frédéric l'illusion que Bush est fasciste. Mais non, pas du tout. Non. Sinon, tout leur système, c'est des partis énormes. C'est des partis énormes qui englobent justement ce qui ici pourrait fournir des extrêmes. C'est-à-dire les gens comme Goldwater, tout ça, c'était quand même des gens très à droite. Mais il y a une sorte de check, ce qu'ils appellent le check and balance. C'est-à-dire qu'il y a c'est ça, exactement. Ça. Et quand ça arrive au niveau national, dans le parti, eh ben, ils se font modérer et temporiser par une sorte de courant. Bien. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Denise Bombardier, Ouf, roman, chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. On continue avec notre visite de l'Imprimerie nationale. Connue pour ses collections d'éditions rares, l'Imprimerie nationale est aussi le musée de tous les alphabets et typos de tout type. Pierre Groppeau est allé se livrer à la police, Magnéto. Créée par François Ier au XVIe siècle, l'Imprimerie nationale, tour à tour royale et impériale, est aujourd'hui un groupe industriel d'envergure européenne. Elle abrite un patrimoine exceptionnel, comme ces milliers de poinçons qui servirent à certaines des plus belles impressions de l'histoire de France. On a ces caractères qui datent de 1540. C'est du grec à ligature et c'est les premiers caractères qui constituent la collection historique. On passe par la bibliothèque pour arriver au cabinet des poinçons de l'Imprimerie nationale. Donc c'est le lieu où on conserve et où on entretient l'ensemble des collections. Donc ces collections comprennent 500 000 pièces, toutes classées monuments historiques. Alors là, c'est les plus importants caractères de la collection, les plus gros. C'est un corps 120. Et là, ici, on a les plus petits, qui sont un corps 4. Alors, ce corps 4, c'est des caractères vraiment minuscules, qui font quelques dixièmes pour certains, et qui permettaient d'imprimer des ouvrages, évidemment, de petits formats. On pouvait avoir des écrits licencieux, on pouvait avoir des choses plus ou moins interdites, et on portait ça sous le manteau. Une partie de cette collection orientale, c'est la collection de caractères et de poinçons de hiéroglyphes qui se répartissent en 4 grandes parties. Les parties du corps humain, où on voit des petits personnages tournés à droite ou à gauche, puisque on peut écrire ou lire dans un sens en allant de gauche à droite ou de droite à gauche. Et on a des parties d'architecture et la faune et la flore. Ce patrimoine est encore vivant grâce à des savoir-faire précieusement entretenus. On a 64 alphabets. Il y a le tibétain, le maya, le cham, le siamois, le carrosserie, tous les caractères arabes, même ceux qui ne comportent pas de voyelles, comme le koufik ou le karmatique, ou d'autres langues qui sont encore plus anciennes, comme les cunéiformes, le ninivite. Disons que le plus ancien alphabet, c'est un caractère cunéiforme, l'Ugaritica, mais par contre, le père des alphabets modernes, c'est le phénicien. Mais la modernité et la rentabilité sont bien là. Les précieux ouvrages de bibliophilie, vendus parfois plusieurs dizaines de milliers de francs, et la collection de la Salamandre, plus abordable, suffiront-ils à sauver ces techniques qui confinent à l'art ? Bientôt, le fondeur de l'Imprimerie nationale partira à la retraite. Rue de la Convention, personne n'est là pour le remplacer. Merci Pierre Groppeau. Après les pubs, place à l'instant critique, aujourd'hui consacré au cinéma, avec notre cinéphilique trio, Elisabeth Quint, Michel Bouju, Alain Rioux. À plus. Chers amis, chers ennemis, 3 foireux, on se retrouve pour l'instant critique, aujourd'hui consacré au cinéma, avec notre fameux cinéphilique trio, Elisabeth Quint de Paris Première et de Elle, Michel Bouju de Charlie Hebdo et Alain Rioux du Nouvel Obs. Salut les enfants. Salut. Les Chines du Diable, on commence. Réalisation Guillermo del Toro, avec Eduardo Noriega, Marisa Paredes et Federico Lupi. Magnéto. ¿Vas a quedarte? No. Si no te vas a quedar, ¿a qué has venido? Vine con el señor Ayala, mi tutor. ¿Qué coño es un tutor? El que cuida de mí mientras no está mi padre.
Joder, qué fino. Aquí nadie tiene uno de esos. Quítame el TVO. Venga, quítamelo. Venga. Carlos, mira. Señora Ayala. Que se te va el tutor, maricón. Señora Ayala. Les Chines du diable, donc, de Guillermo del Toro. Produit par les frères Almodovar, d'où ce maricón. Ça n'a rien à voir avec un film sur la movida ou quelque chose qui ressemblerait aux productions de Pedro Almodovar. Je dois dire que bien que l'ayant vu il y a 15 jours, j'attends toujours le moment où le petit garçon que l'on vient de voir reviendra avec sa cruche d'eau. Car cet enfant, ma foi, met à peu près 40 minutes pour aller chercher une cruche d'eau, une nuit, dans un dortoir. Pendant la guerre civile espagnole, c'est un peu Cosette, et ne revient jamais avec sa cruche. Et j'ai un peu envie de dire, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. C'est moi qui me suis cassé avant la fin, je dois dire. Oh, la jolie cruche. Ah, d'accord. Non, c'est un film, c'est une série B, il me semble, sur les terreurs enfantines vécues par un petit orphelin, cet enfant qu'on vient de voir pendant la guerre civile, qui est abandonné dans un orphelinat en pleine campagne, et l'enfant croit voir un revenant, un spectre, un fantôme, un autre enfant tué. Alors, il y a beaucoup d'emprunts, il me semble, peut-être un peu trop. On a l'impression d'être dans un Buñuel au début, il y a une femme qui boite, on pense à Tristana, c'est Marisa Paredes, ça n'est pas Tristana de Buñuel. On pense à Amenábar avec des revenants, ça n'est pas le talent d'Amenábar et la façon de faire peur et de jouer du suspense. Bref, c'est une série B aimable qui sort une semaine avant Cannes. Ceci explique cela. Et oui, les malheureux films qui sortent une semaine avant Cannes, il faut le dire à notre public, chéri, ben c'est pas forcément les... Alors, cela dit, Elisabeth est peut-être un petit peu condescendante avec ce film, qui a quand même... Elle est méchante. Elle est très méchante, non. Elle est légèrement condescendante parce que c'est quand même des qualités. Esthétiques. Effectivement, on pense de temps en temps à Buñuel, enfin tout ce cinéma onirique, ce cinéma un petit peu en état de poésie. L'époque n'est pas inintéressante, que cet orphelinat, loin de tout, ça se passe pendant la guerre civile, avec la mort qui rôde. Même ces enfants ne sont pas au contact direct de la guerre, mais ils en subissent quand même les effets. Il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant et qui me fait penser à un autre film espagnol qui était bien supérieur, qui s'appelait L'Esprit de la ruche, qui se passait aussi pendant la guerre d'Espagne, aussi un film espagnol avec des petites filles dans un village qui allaient voir en douce, parce qu'on n'en avait pas le droit, Frankenstein, le premier du nom, l'immortel film de James Whale, et qui devenait hanté par ce personnage. Bon, le fantasme, la réalité, c'est pas inintéressant. C'est court. Non, franchement, moi je le recommande pas. Non, mais il est très doué, c'est remarquablement filmé. Tu es parti avant la fin, tu dis. Non, pas du tout. Non, c'est court. Je veux dire que l'histoire est courte. Non, mais l'histoire. Enfin, franchement, l'histoire n'a aucun intérêt. Cet enfant est poursuivi par des visions. Oui, il y a un climat. Mais le climat. Vous avez échappé. Oui, je l'ai pas vu. Je suis parti avant le début. Oui. On continue avec Taking Sides, le cas Furtwängler de Istvan Szabo avec Harvey Keitel, Stellan Skarsgård et Magneto. I want you to understand why you're here. You're automatically banned from public life under Control Council Directive number 24. We're here to look into your case before you appear in front of the Tribunal for Artists of the Denazification Commission. Do you understand that? I've already been cleared by the Denazification Tribunal in Austria. What they do in Austria doesn't interest me one little bit, okay? I have your questionnaire here. Gustav Heinrich Ernst Martin Wilhelm Furtwängler. Born Berlin, January 1886, orchestral conductor. And you say here you were never a member of the Nazi Party. Yes, that is correct. Taking Sides, le cas Furtwängler de Istvan Szabo avec Harvey Keitel. Et c'est Michel Bouju qui s'y colle. On va voir s'il a fait des progrès en pitch. C'est terrible. Alors, l'extrait est bien choisi. Oui. Le major Arnold de l'armée américaine est chargé, après la guerre, de dénazifier l'Allemagne. Et lui, il est chargé quand même du très gros gibier. Puisqu'en fait, le cas dont il va avoir à s'occuper, c'est celui de Wilhelm Furtwängler, l'immense chef d'orchestre dont on nous dit qu'il n'y avait pas mieux à part Toscanini. Ce qui est sûrement vrai d'ailleurs. J'ai écouté moi-même quelques enregistrements. Bon, c'est pas mal. Donc c'est le face-à-face entre ce major de l'armée américaine, joué par Harvey Keitel, et ce grand Wilhelm Furtwängler.
comme dans un film de Claude Miller, où il y aurait Lino Ventura d'un côté et Michel Serrault. Sauf que là, c'est un grand sujet. L'art et la politique. L'art au service de la politique, point d'interrogation. Le problème majeur de ce film d'Istvan Szabo, c'est que Harvey Keitel, qui est un immense acteur, que j'adore depuis toujours, chez Scorsese et les autres, là, je ne crois pas beaucoup à son personnage, ce majeur américain donc, qui a une mission importante, hein, face à cet homme qui essaie peut-être compromis avec le régime du Troisième Reich. Il est un peu trop, on dirait un petit bulldog dans le film, qui aboie devant le grand musicien, devant le grand chef d'orchestre, qui en devient d'ailleurs plus grand d'une certaine façon. Il a un côté rageur, il a un côté pas sympathique. Même sa secrétaire à ce major américain, qui est une Allemande, qui a eu à souffrir du nazisme, lui dit « La façon dont vous interrogez Wilhelm Furtwängler me fait penser à la Gestapo quand elle m'a interrogé moi. » Donc ici, il a quand même des méthodes un petit peu brutales, ce major américain. C'est un peu dommage. Peut-être que ça a existé, ce genre d'officier. Il faut comprendre le contexte, il faut comprendre aussi l'indignation devant l'horreur, tout ça. Ça frustre un peu, parce que c'est un très beau sujet. J'aurais aimé que ça soit d'homme à homme, vous auriez préféré qu'il y ait deux dimensions d'homme égales. Alors que là, on a l'impression que Furtwängler, qui a quand même pas fait que des choses très très nobles, parce que c'est vrai qu'il a dirigé le Philharmonic Orchestra de Berlin pour l'anniversaire du Führer, Adolf. Bon. Et puis alors, il y a une chose qui me fait un peu sourire, vous allez voir pourquoi, c'est qu'aussi on lui reproche d'avoir envoyé sur le front russe un critique musical qui avait dit du mal d'un de ses concerts. Alors moi, ça me fait beaucoup rire parce que je me dis peut-être c'est ce qui nous menace tous un jour ou l'autre. On nous enverra sur le front russe si on dit des choses méchantes. Bon, c'est un beau sujet et c'est un film inabouti pour moi. À cause d'Harvey. En partie, mais pas seulement. C'est-à-dire que il y a dans le film... Non, vous avez été clair, mais simplement, ce qu'on comprend, c'est que vous aimeriez que les Américains soient moins arrogants. Tout le monde. On aimerait, en tant que spectateur, en tant que spectateur, pour que le débat qui est important entre l'art et la politique, au fond, d'une certaine façon, l'art et l'extermination, soit plus développé et soit plus à jeu égal. Voilà. Il y en a un qui jappe un peu l'américain face à cet allemand. Le problème aussi, Michel, c'est peut-être que dans un film comme ça, historique, aussi sérieux, la personnalité d'Harvey Keitel vampirise complètement le personnage. J'aurais voulu un acteur inconnu, tout simplement. Alors peut-être un acteur inconnu et moins ce côté. est un acteur inconnu. Moins ce côté. Furtwängler, enfin, n'est pas connu de nous. Il est très bon, d'ailleurs. Cet acteur suédois, oui. Il est très bien. Mais le problème essentiel, c'est que Furtwängler, ça n'est pas n'importe quel artiste. C'est un poète, c'est-à-dire c'est un planant. Les gens qui l'ont entendu diriger Mozart ou certaines le prélude de Parsifal savent qu'il plane totalement et que c'est un homme au-delà des réalités. Donc l'idée, c'est est-ce qu'un talent génial vous donne le droit d'ignorer des horreurs, parce qu'il n'est pas mêlé, lui, directement à des horreurs. Alors, il aurait fallu, effectivement, comme tu le dis, que le type qui est en face, l'interrogateur, représente la conscience humaine, représente nous, et il représente lui. C'est-à-dire qu'il je pense que le défaut est un petit peu là. On ne s'est pas reconnu en lui, voilà, c'est ça. Vous êtes d'accord alors ? Oui. Là, vraiment pour ça, oui. Mais ça nous arrive souvent, oui. On ne veut pas finir sur le front russe. Si j'ai bien compris, donc le premier là... le premier est une série B, film d'horreur. Donc ça, il ne faut pas le voir. Celui-là, il faut le voir. On peut le voir. Celui-là, oui. Parce que ce débat, quand même, au fond, qu'est-ce qu'il nous fait, Furtwängler ? Il nous refait le coup de Leni Riefenstahl, disant mais moi, je ne faisais pas de politique, je faisais de l'art. Sauf que Leni Riefenstahl est beaucoup plus mouillé. Oui. C'était une propagandiste du Reich. Tu as raison. Très bien, on continue avec The Majestic de Frank Darabont, avec Jim Carrey et Martin Landau, Magneto. You know, I think you love The Majestic even more than I did. You've got to remember that. You've got to. I don't. Luke, I know it sounds crazy, but I promise you we can make this place shine again. We can make it like it was. I don't know how it was. Don't you get that? None of this means anything to me. It used to mean so much. It doesn't. How can it? Harry, I don't even know who I am. No. Voilà The Majestic de Frank Darabont avec Jim Carrey et Martin Landau. Et c'est le roi du pitch qui pitch. Alors c'est un film à tiroir. Au début du film, un malheureux scénariste se bat pour essayer d'imposer un scénario devant des producteurs imbéciles et des assesseurs lèche-pompe du producteur évidemment. Ensuite, on entre par un travelling formidable, on entre en 1951 dans Hollywood et là,
on voit la chasse aux sorcières qui décime le macartisme, qui décime les gens. Donc le scénariste, lui, est impliqué, alors qu'il n'y comprend absolument rien, fuit dans sa voiture, tombe sur un pont, c'est des scènes magnifiques, tombe dans la mer. Et absolument poussé vers le rivage, perd conscience, se réveille dans un petit village merveilleux, c'est Jim Carrey, et là, il a perdu toute mémoire et on le prend pour un héros de la guerre qui revient. Et c'est le fils du patron du cinéma local qui a fermé boutique depuis que son fils est mort. On le prend pour un héros. C'est-à-dire lui, le père de ce jeune homme mort à la guerre. On ne sait pas si c'est pas lui. Alors on recommence. Non, mais peu importe que le père de ce jeune homme mort à la guerre, écoutez ce que je dis, s'il vous plaît. Non, je veux dire simplement que le héros, le scénariste, donc tombe dans la mer, perd conscience, se réveille ayant perdu toute mémoire dans un village où on le prend pour un fils revenu du front, que l'on croyait mort, qui disparaît, c'est le fils du patron du cinéma du village, Majestic, joué par Martin Landau. Magnifique. Donc, le Majestic est un hommage au cinéma sous toutes ses formes, c'est-à-dire, est-ce lui, n'est-ce pas lui, est-ce que le macartisme va le rattraper? Il y a un sujet formidable qui rend hommage à tout, c'est un film de scénariste, comme le nom l'indique, enfin comme le héros l'indique. Malheureusement, les scénaristes, il y a un instrument dont ils n'utilisent pas suffisamment le service, c'est la gomme et les ciseaux. Vous avez 2h32 de ce film qui pourrait être génial si vous coupez vous-même mentalement dans votre tête l'heure de trop, c'est-à-dire les inaugurations de Chrysanthème, c'est-à-dire les chansons qui durent jusqu'au bout, c'est-à-dire le temps perdu. Vous avez, imaginez-vous, un petit bijou d'1h32. Mais prenez la gangue. C'est bien vu. Ah oui, ça, il est fort en pitch, lui, de toute façon. Non, mais pas seulement le pitch. Même son point de vue a un certain intérêt. Non, mais c'est tout à fait ça, ce film. Il est effectivement trop long, avec des scènes un peu languissantes, et ça, c'est tout à fait fâcheux. Alors, évidemment, par rapport à ce film, on peut dire qu'il y a ceux qui aiment Jim Carrey et ceux qui ne peuvent pas l'encaisser. Moi, je fais partie de ceux qui l'aiment beaucoup, et pas seulement depuis Truman Show. C'est un acteur à transformation. Moi, je l'aime autant que j'ai aimé à une époque Jerry Lewis. Il y a une parenté, d'ailleurs, dans le transformisme, comme ça. Et puis alors, c'est quand même un très beau sujet, le macartisme, traité de façon légère, traité à la comédie, traité, en fait, je vais vous dire, traité à la Capra. Parce que cette petite ville de l'automne, où il se réveille amnésique, c'est une petite ville à la Capra où tout est possible, c'est l'envers du décor, c'est l'envers du miroir. Et puis il y a quand même des notions, c'est ce garçon qui va être convoqué devant la fameuse commission des activités anti-américaines des inquisiteurs, de McCarthy. Au fond, lui qui est sans conviction et sans courage, il le dit lui-même, il va très très bien se comporter. Mieux que certains cinéastes qu'on connaît. Il y a quelque chose, et ça aussi, cette espèce de voie du libéralisme américain, pas au sens économique, au sens nous sommes libéraux, nous sommes pour la constitution, nous sommes profondément des démocrates, ça passe dans le film à travers ce personnage. Un peu sentimental peut-être, sur les bords. Non, moi je ne l'ai pas vu, je voulais juste vous mettre l'eau à la bouche avec un film coréen qui s'appelle Memento Mori, qui est une histoire absolument captivante de deux jeunes lycéennes qui tombent folles amoureuses et une histoire qui va se terminer de façon tragique. Donc je recommande, d'autant qu'on va peu vous parler de cinéma asiatique, contrairement aux années précédentes, au Festival de Cannes la semaine prochaine. Car il y a peu de films asiatiques. Il y a un film Ding Kwon-taek. Et alors, il y a un film Ding Kwon-taek qui est le papa spirituel du cinéma coréen, et quand même vous mettre l'eau à la bouche avec le film d'ouverture, qui est le film de Woody Allen, qui sort le Culte, qui est une merveille. Alors là, deux films de scénaristes. Je vous fais juste le pitch, vous allez voir la folie pathologique et en même temps l'autodérision de Woody Allen. C'est l'histoire d'un zéro pointé qui a quand même eu 2 Oscars dans une autre vie, qui est cinéaste, qui fait de la pub au Canada et à qui son ex-femme un jour vient dire « Je me suis remarié avec un producteur, tu le sais, je te propose de réaliser ce film ». Il accepte et qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe aveugle. Il devient aveugle pendant le tournage du film, et l'idée et le but du film et le propos du film, c'est de finir le film, bien qu'il soit aveugle, sans que personne ne s'en rende compte. Et c'est l'ouverture du festival de Cannes. Beethoven a bien composé la 9e en étant sourd. Donc et alors, il y a une pirouette époustouflante à la fin du film, qui est un clin d'œil d'une malice et d'une ironie et d'une moquerie, qui est une déclaration d'amour de Woody Allen au cinéma français, et d'une vacherie incommensurable aux spectateurs français, parce qu'il se fout de nous avec une tendresse incroyable, et c'est une façon géniale pour lui d'avoir gagné son ticket d'ouverture au Festival de Cannes. Il fait un film sur le cinéma, sur un cinéaste aveugle, il nous dit « je vous aime ». Je vous dis pas pourquoi ni comment. Allez-y, c'est le terrain. Et puis alors, ça nous met l'eau à la bouche. À Beaubourg, au centre Pompidou, plus exactement, un grand cycle autour de ce merveilleux personnage. Fantomas à travers les céréales. Non mais partez pas sur Fantomas, c'est fini.
Fantomas. Un Fantomas, voilà, on en restera à Fantomas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, voilà, merci. RDRG, c'est fini, justement, pour aujourd'hui. Chers amis, chers ennemis, au revoir. Demain, best-of de la semaine. Pénard. À lundi, 18h50, pour un nouveau JT de la Culture. Invité Beno Besson, le roi surf. Un grand. Et Bernard Campan. Bon week-end, PumQ. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.